bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je voudrais parler de l'après-harcèlement scolaire. Donc on parle maintenant un peu plus du harcèlement scolaire, mais ce dont on ne parle pas, c'est ce qui se passe après. Après avoir harcelé, qu'est-ce qui se passe? Donc évidemment, vous doutez de l'état dans lequel on se trouve après avoir été harcelé. Donc moi, je reprends mon cas personnel. Donc ici en Belgique, les vacances durent 2 mois. Donc pendant 2 mois, j'ai idéalisé cette nouvelle école. Pourquoi? Parce que c'était vraiment... j'étais en mode survie en fait. En mode survie, c'est-à-dire que je me rattachais vraiment à un espoir qui était immense. C'était que ma vie change, que ma vie devienne meilleure, parce qu'en fait c'était ça où j'y restais, je pense. Donc c'était vraiment, on était dans des extrémités. C'était vraiment, je survis quoi. J'essaye de m'en sortir. C'était pas encore, on n'est pas encore dans la reconstruction de quelque chose. On essaye juste de se tirer de l'affaire en s'en allant. Mais alors, ce qui est particulier, c'est que donc moi j'ai dû doubler pour pouvoir changer d'école. Comme je l'ai expliqué, mes options étaient assez particulières, du coup, il n'y avait pas d'autres établissements qui proposaient les mêmes horaires, les mêmes, enfin voilà, le même programme. Donc, je n'avais pas le choix, je devais doubler. Donc déjà, il faut assumer cet échec-là parce que c'est quand même perdre un an de sa vie. Et quand on est tout jeune, quand on est adolescent, un an, ça paraît être beaucoup. Et donc ça aussi il faut assumer, c'est un choix que j'ai pris et c'était pas un choix extrêmement facile en fait, mais entre y rester ou arriver à m'en sortir en perdant un an, ça me semblait évidemment meilleur comme choix. Donc pendant 2 mois j'ai idéalisé cette école et j'avais toujours des craintes de recroiser ce groupe-là qui m'avait ennuyée. Je ne savais pas trop bien qui j'étais, je ne savais plus ce que je ressentais, j'avais du mal à identifier mes émotions, mes sentiments, etc. Je ressentais beaucoup de colère et de tristesse, et en même temps beaucoup d'espoir que ma vie soit meilleure, qu'enfin je prenne ma revanche, parce qu'il y avait une question de ça, je me suis accrochée au fait qu'un jour ça serait mieux. Et puis vous arrivez dans cette nouvelle école et là évidemment je vais dire la difficulté recommence. Non pas que nécessairement ça vienne de l'environnement, mais vous vous retrouvez dans un nouveau milieu. En fait, vous avez perdu vos repères, parce que déjà changer d'école, c'est une épreuve. Alors, c'est facile de dire oh, j'ai changé d'école. On a l'impression que c'est facile, que c'est pas une épreuve, enfin voilà, que c'est à la portée de n'importe qui. Mais en fait, quand vous avez été comme ça cassé dans ce que vous aviez de plus précieux, votre intériorité, etc. Bon, moi, il y en avait déjà pas beaucoup à la base, donc forcément, pour reconstruire ça, c'était pas évident. Donc j'ai perdu vraiment tous mes repères et encore plus quand je suis arrivée dans cette nouvelle école. J'étais vraiment pas bien parce que j'avais l'impression d'avoir fui et l'impression d'être comment dire, je me dévalorisais moi-même parce que j'avais fui, j'avais l'impression que j'étais pas un être humain digne de ce nom, que j'avais pas su me défendre, que j'avais pas été à la hauteur, que j'étais quelqu'un qui ne savait pas assumer les problèmes, qui ne savait pas régler les choses. Je pensais que les autres en étaient capables et moi non. Et donc je me sentais assez mal avec ça. Alors j'avais évidemment un problème autre à régler qui était... Donc j'avais 2 deuils à faire l'un sur l'autre, donc il y avait évidemment le problème de ne pas avoir pu continuer dans l'ancienne école, c'était quand même un échec, donc c'était un premier deuil à faire. Enfin il y en avait même 3, donc il y avait celui-là. Il y avait forcément, j'avais ma meilleure amie qui s'était suicidée, je devais gérer ça. Donc il y avait un deuxième deuil. Et alors, au niveau amoureux, j'avais été tellement déçue, tellement ridiculisée par celui que j'aimais, etc. Que là aussi, il y avait un problème de deuil à faire. Donc je suis arrivée assez décomposée dans la nouvelle école. Évidemment, quand vous arrivez dans des états pareils, et que forcément vous essayez quand même un peu de le cacher, les autres qui vous accueillent, donc la nouvelle classe dans laquelle vous arrivez, ne vous comprennent pas vraiment, ils vous regardent un peu bizarrement parce que premièrement vous êtes triste, donc forcément à certains moments ça se voit, vous n'êtes pas quelqu'un de joyeux, d'avenant, d'accueillant, etc. Au contraire, j'étais pas du tout accueillante, j'avais plus tendance à me mettre en retrait,
à éviter qu'on me voie. Donc je continuais de me comporter comme dans l'autre école. J'évitais d'avoir des interactions avec les autres. J'étais très fortement isolée et je le restais. En fait, je me mettais à distance. J'observais beaucoup, mais j'étais très prudente. Je n'osais pas trop aller vers les gens parce que j'avais eu ce problème et j'avais peur que ça recommence d'une façon ou d'une autre. De plus, comme c'était quand même géographiquement, j'étais pas si loin de l'ancienne école, j'avais des élèves qui avaient été dans l'autre école comme moi, et donc j'avais peur que tout ce que je fasse dans la nouvelle école, la manière dont je pouvais me comporter, soit à nouveau, comment dire, mal perçu et que les personnes qui étaient dans cette nouvelle école puissent aussi être en relation avec les élèves de l'ancienne école. Et donc j'avais peur, par exemple, à la sortie de l'école, de retrouver les anciens qui m'attendraient éventuellement. Donc je partais vite, j'étais mal à l'aise, tout le temps mal à l'aise, tout le temps quand même toujours en train d'épier ce qui se passait autour de moi, même s'il n'y avait plus vraiment de rivalité, etc., de méchanceté. Les autres élèves ne se comportaient pas comme ça. Mais il m'a fallu à un moment donné, un certain moment quand même pour arriver à refaire des relations. Et j'étais très méfiante, c'était vraiment... j'ai envoyé promener comme ça pas mal de monde qui n'avait pas de mauvaises intentions, mais moi je ne savais pas... je pouvais plus accepter en fait de laisser quelqu'un me connaître. Et donc j'ai loupé comme ça des relations. Et heureusement il y a des personnes qui m'ont laissé plus de temps. Donc j'avais besoin d'énormément de temps, je devenais vraiment un animal à apprivoiser. J'étais vraiment... il y avait... D'une part, j'étais très méfiante et d'autre part aussi, j'avais une sorte de rage comme ça. Une sorte de rage contre moi-même. Je m'en voulais énormément de ne pas avoir su résoudre le problème. Et j'imaginais encore des solutions éventuelles. Je me disais, ah, et si je m'étais comportée comme ça, qu'est-ce que ça aurait donné? Ah, et si je m'étais comportée comme ça, qu'est-ce que ça aurait donné? Et je passais des heures comme ça dans une sorte de rêverie malsaine où j'étais pas là en fait, où j'étais pas en train de construire quelque chose de nouveau parce que j'étais encore bloquée avec des anciens sentiments. J'avais énormément de colère aussi, de la colère d'avoir dû subir tout ça, de la colère parce que je commençais à me rendre compte que tout ça c'était pas juste. Je commençais à me rendre compte que j'avais plutôt été une victime parce que tout avant ça, je pensais pas être une victime. Je m'identifiais pas comme telle. Il m'a fallu énormément de temps pour accepter cette position de victime qui était une position où je me sentais assez impuissante. Donc je continuais de me sentir impuissante. J'étais pas tellement bien dans les relations. Et heureusement, la mentalité de l'école était très différente. Dans la première école, quand j'étais toute seule, on me disait ah, quelle conne, elle est toute seule. Enfin, on se moquait de moi parce que c'était malsain d'être tout seul, c'était pas normal, c'était la preuve que c'était vous qui avez un problème. Et puis dans la nouvelle école, quand j'étais toute seule, on me disait oh la pauvre, elle est toute seule. Et alors on venait près de moi, on me disait tu veux pas venir près de nous? Donc il y a une fille dans l'école que je remercie qui a fait ce geste. Et moi donc je me suis mise juste à côté sans parler, sans rien, sans regarder. Donc je refusais en fait la relation, mais j'attendais de voir ce qui se passe quand même. Et elle m'a avoué après que ça avait été très dur, que j'étais quelqu'un de méchant, enfin qu'elle percevait comme quelqu'un de méchant parce que je ne voulais pas être en relation, donc je rejetais les autres, donc forcément c'était moi la méchante encore à nouveau. Parce que c'était ça le problème. Donc dans la première école, j'étais passée pour une méchante et moi-même, je pensais peut-être avoir une certaine méchanceté en moi, alors que non, ce que j'ai fait, c'est justement pour me défendre, pour essayer en tout cas de me défendre, même si ça n'a pas vraiment bien fonctionné ou de façon assez courte. Et alors donc je continuais de me percevoir comme quelqu'un de mauvais. Et donc ça c'était problématique, c'était difficile à vivre. En fait, ils avaient dit de moi dans l'ancienne école que quand on me fréquentait, on n'avait que des problèmes. Que j'étais un gros tas d'ennuis. Enfin, pour le dire comme eux, un gros tas de merde qui n'apportait que les problèmes. Enfin voilà. Donc ces pensées, en fait, tout ce qui m'avait mis dans la tête continuait d'exister. Ça veut dire que je les avais intégrées tout à fait, et donc ça veut dire que ma personnalité derrière, elle en souffrait énormément. Parce que tout était à refaire, tout était à construire,
Et j'ai coutume de dire que justement, je ne suis pas née le jour de ma naissance, mais je suis née plus tard, quand j'ai commencé à créer ma personnalité vraiment de façon consciente. Donc, ce que j'ai fait pour m'en sortir, et heureusement, donc j'ai déjà commencé à me rendre compte que j'étais une victime, que le problème ne venait pas de moi. Une fois cela accepté, j'ai pu en fait commencer à m'en sortir, même si c'était extrêmement dur parce que je pleurais, parce que j'avais un chagrin d'amour, j'étais déçue de l'amour, j'étais déçue de l'amitié, puisque tout s'arrêtait comme ça par un suicide, et que moi, mon amour n'avait pas été suffisant. J'étais déçue des groupes qui pouvaient se retourner comme ça contre vous, vous faire vivre un enfer. Donc j'étais craintive de beaucoup de choses, je n'osais pas me mettre en relation, et j'ai commencé à lire beaucoup. À lire beaucoup parce que comme j'étais en mal de relation moi-même, donc je me mettais à distance, c'était de ma faute, mais je souffrais moi-même de ne plus avoir de contact, de tout ça. Mais je savais en même temps que c'était trop tôt, que je ne pouvais pas aussi vite me faire confiance en fait. Il fallait que je me fasse confiance à moi-même, donc c'était déjà tout un travail. Donc la première chose qu'il fallait que je fasse, c'est recréer ma personnalité, recréer un minimum de confiance en moi pour avoir des relations avec les autres. Euh, et donc ce que j'ai fait, c'est bouquiner. Donc j'ai été chercher des livres en bibliothèque parce que je me suis dit, c'est le seul endroit où je peux parler à des gens, ou du moins où les gens vont me parler, sans avoir de relation. Donc je sais pas si vous imaginez ce à quoi j'ai pensé, mais je me suis dit ok, je me suis attachée à tous ces auteurs qui étaient parfois vivants, parfois décédés, mais qui expliquaient comment refaçonner sa personnalité. En fait, c'était des livres de développement personnel, de psychologie, aussi liés au deuil, parce que je devais comprendre ce que c'était qu'un deuil, lié à l'amour. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient en jachère, qui étaient vraiment à organiser chez moi. Et j'ai lu énormément. Alors en lisant, je prenais des notes pour ne pas oublier ce que je lisais, pour pouvoir relire ce que j'avais lu, pour pouvoir m'appuyer sur ce que j'avais lu. Et comme ça me permettait d'avoir des avis différents sur certaines questions que je me posais, sur la mort notamment, sur le deuil, sur l'amour, pourquoi ça ne marche pas forcément quand deux personnes s'aiment, ou du moins qu'il y a des sentiments. Donc après j'ai su distinguer différents types d'amour, j'ai compris que c'était un amour qui était très égoïste, que c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, de sa part en tout cas il était extrêmement égocentrique, et que ce n'est pas normal, que la notion de respect, je l'ai apprise par des bouquins. Donc je me suis dit, ok, je veux qu'on me respecte, parce que c'était vraiment le problème que j'avais subi, donc subir autant de choses, c'était justement un manque de respect. Et donc le respect en amour, en amitié et au niveau relationnel en général, même dans le sens copinage, fréquentation, voisinage éventuel, il doit y avoir du respect. Donc là j'ai mis cette valeur au-dessus de tout. Je me suis dit ok, ça c'est une valeur qui a été établie pour moi, sur laquelle je ne peux pas passer outre. Donc voilà, j'ai commencé à construire en fait une série d'idéaux, d'idéal relationnel pour savoir avoir des points de repère, pour savoir m'aiguiller. Donc c'est-à-dire quand vous avez été comme ça humilié, cassé de l'intérieur, que vous n'aviez pas grand-chose à l'intérieur déjà, et qu'il n'y avait pas de confiance en soi, qu'il n'y avait pas... Enfin voilà, tout ça doit se conquérir vraiment à nouveau. Et alors aussi mon physique. Donc j'ai commencé à transformer un petit peu mon physique, je dis un peu, hein, parce que voilà, je voulais avoir de nouveau confiance en moi, en mon physique, et le regard des autres, particulièrement des garçons, parce qu'il y en avait très peu dans l'école, mais le regard des garçons m'a été d'une aide précieuse. Donc je paradais, autrement dit, j'allais dans la rue, je regardais pour voir si on me regardait, si j'attirais le regard ou pas, pour savoir si oui ou non j'étais quelqu'un qui physiquement était agréable ou pas, si c'était possible pour moi de oui ou non trouver l'amour en fait. Et donc c'était des choses qui étaient très importantes pour moi, et je regardais, j'écoutais les conversations dans le bus, si on parlait de moi, j'essayais de voir, en fait c'était toute une série de petits tests. Je faisais des tests en permanence pour voir si je pouvais être acceptée ou pas. Et donc j'ai commencé à fréquenter une série de filles qui étaient plus... enfin voilà, qui n'étaient pas du tout de ma classe, mais qui étaient dans la même année que moi, qui se maquillaient beaucoup.
Donc parce que comme elle avait un avis sur le physique des gens, j'allais voir ce qu'elle pensait de moi. Donc il y avait des choses bien, puis des choses pas bien, des choses que j'acceptais mieux chez moi, et puis des choses... voilà, donc j'avais une optique sur moi qui n'était pas très positive. Je me disais, oui, je suis une fille un peu quelconque, mais bon, voilà, je suis pas non plus une horreur que personne ne veut regarder. Donc ça, déjà, ça me rassurait, puisqu'on m'avait dit moche, conne et tout ce qu'on veut. Euh, donc après, ce qui m'a fortement aidée, c'est qu'il y avait un garçon, toutes les filles couraient après. C'était un playboy, vraiment. C'était le mister de l'établissement. Enfin bon, il avait été élu puisqu'on avait fait des élections comme ça, enfin sous forme de petits jeux dans l'école. Et c'était lui qui avait été élu le plus beau garçon de l'école. Donc ce garçon, à un moment donné, a commencé à s'intéresser à moi. Donc au début, je me suis dit, oui, c'est ça. il blague, c'est pas possible, c'est un jeu, voilà, qu'est-ce qu'il veut en retour? Et je me posais tout le temps cette question, qu'est-ce qu'il veut en retour? Et un jour, donc je me dis, oui, il fait ça parce qu'il est au milieu de ses copains, il est au milieu d'autres filles, enfin voilà. Il se dit, celle-là, il s'occupe pas de moi, bah, c'est peut-être la seule, donc celle-là, elle m'intéresse. Enfin bon, je me dis, oui, c'est parce que j'étais à un défi, rien d'autre, j'ai jamais pensé qu'il y avait autre chose derrière. Et puis donc moi j'étais beaucoup à l'école en train de pleurer dans un coin de temps en temps parce qu'évidemment j'avais du mal avec tout ce qui s'était passé, je ruminais, j'avais de la colère, j'arrivais pas à libérer cette colère, j'arrivais pas à me dire que ce que j'avais fait c'était pas une fuite. Donc je vivais vraiment ça comme si j'avais été lâche, comme si j'avais été mesquine, enfin bon, je me voyais pas comme quelqu'un qui avait eu le courage de partir en fait. Parce qu'au fond, ma vision s'est changée, s'est transformée. En fait, c'est des bêtes trucs, mais c'est des petites choses qui vont vous transformer au fur et à mesure. Par exemple, la prof de français avait expliqué qu'un garçon avait quitté l'école parce qu'il se rendait compte qu'il n'était pas fait pour étudier à l'école. Et donc, moi, j'avais pensé, ma première pensée, ce fut oh bah, c'est bête, il a abandonné. Il n'a pas réussi, il a abandonné. Donc, c'était proche de ma situation. Je me sentais proche de ce garçon par cette situation. Et la prof de français, on a conclu que c'était plutôt courageux de partir quand on voyait que de toute façon ça ne nous convenait pas. Et alors ça m'a fait un déclic, comme une bombe en fait à l'intérieur. J'ai commencé à réfléchir, à me dire mais au fond, si lui est courageux de quitter l'école pour faire autre chose, pour réaliser un de ses rêves, pour faire autre chose qui est intéressant, pourquoi est-ce que moi je peux pas voir dans ma situation le fait de m'être sauvée tout simplement parce que j'ai voulu survivre? C'est vraiment ça, hein, j'ai juste voulu survivre. Je suis partie parce que j'ai eu envie de vivre, de survivre. En fait, quand on est dépressif, quand on fait des tentatives de suicide parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est harcelé à l'école, c'est pas parce qu'on ne veut plus vivre, c'est parce qu'on ne veut plus de cette vie-là, de cette situation-là, et qu'on peut plus supporter cette situation-là, et que la seule solution qu'on voit, c'est le suicide. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je continuais de vouloir vivre, en fait. Mais je voulais plus vivre dans des situations comme ça. Je voulais plus vivre, c'était pas possible, c'était pas tenable. Le stress est en permanence là. On était obligé en permanence de regarder pour voir s'il n'y avait pas un coup qui allait arriver. Enfin, tout le temps, être vigilant. Et donc c'est super épuisant. Et puis je me retrouvais dans une autre école où j'avais plus ce stress là, donc je me sentais libérée de ce poids là. Je le sentais quand même. Mais j'avais quand même toujours peur dans la rue de les croiser, j'avais toujours peur que ça recommence avec d'autres personnes aussi, puisque comme j'avais déjà vécu 2 fois ça, une fois en primaire, une fois en rénové, ça a commencé à faire beaucoup pour une seule vie. J'avais quand même jamais 17 ans à ce moment-là. C'était quand même beaucoup de vivre ça, plusieurs années d'affilée, enfin, ça prend quand même pas mal d'années de votre vie, pas mal d'années pendant lesquelles vous n'avez rien construit en fait, que du négatif, que de la peur des autres. Donc j'avais peur des autres en permanence, surtout peur de l'amour, parce que c'était la forme la plus intime de se laisser connaître. Et donc au début j'ai commencé à avoir des copines plus ou moins, parce que en fait le problème c'est que j'avais vécu des choses qui étaient très douloureuses, et j'avais l'impression qu'il y avait un très grand décalage entre ce que les autres avaient vécu, donc qui étaient là dans l'école, qui étaient plus ou moins de mon âge, mais qui n'avaient pas traversé tout ça. Quand j'essayais d'expliquer ne fût-ce qu'un tout petit peu, j'ai l'impression qu'on croyait que je divaguais.
que ce que j'expliquais n'était pas vrai, que pourtant j'avais bien vécu tout ça et j'arrivais pas à en parler en fait. Donc c'était douloureux de non seulement d'en parler, mais de voir que on me prenait pour quelqu'un qui passait son temps à raconter des mensonges, qui fabulait. Et donc j'avais l'impression d'une dégradation de moi à nouveau. Donc voilà, je m'éloignais un petit peu des gens qui n'avaient rien vécu de douloureux en fait, parce que j'ai l'impression que ces gens-là ne comprenaient pas. Et alors dans la classe, il y avait deux filles qui étaient un peu plus, une qui déprimait un peu plus et l'autre qui sortait, enfin qui avait fait un séjour en psychiatrie. Donc ces deux filles m'intéressaient par le fait qu'elles avaient vécu des choses plus douloureuses. Donc c'était deux personnes qui avaient aussi traversé des moments comme ça très difficiles. Et j'avais l'impression qu'il y avait peu de personnes comme ça, à notre âge en tout cas. Enfin, moi j'avais 17 ans, j'explique qu'adolescent, j'avais l'impression que les autres étaient forts dans le je m'amuse avec rien. Ça me paraissait très très futile. Donc j'avais vraiment du mal à établir des relations avec les autres parce que les autres n'avaient pas vécu tout ça et parce que on me croyait pas. On me croyait pas. Et comme on me croyait pas, ce que j'ai fait, quand on m'a demandé d'expliquer mes histoires d'amour, j'en ai inventé. J'en ai inventé parce que comme on me croyait pas sur ce que j'avais vraiment de plus intime, pour qu'on comprenne pas qu'il y avait rien à l'intérieur, que j'étais vide, pour ne pas justement être prise en porte-à-faux avec éventuellement des critiques et tout ça, j'ai pas osé me confier moi, ce que j'étais vraiment. Ce que j'avais réellement vécu, je le cachais et je n'osais plus être moi, je n'osais pas être moi. Et évidemment, pour créer une relation avec une autre personne, il faut vraiment être soi. Parce que c'est les deux personnalités qui se rencontrent et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment une relation. Donc moi, je gâchais mes chances en fait. Et donc ça, c'est des conséquences évidemment du harcèlement. Du manque de confiance en soi, de la peur d'être à nouveau harcelé, de la peur d'être mis à nouveau à distance, de la peur d'être à nouveau critiqué. J'avais tout le temps peur. Et en même temps, je voyais une fille dans la classe qui n'était pas très très bien perçue par d'autres, qui était aussi un peu harcelée en fait. Et donc, de temps en temps, j'allais la défendre, mais en même temps, j'avais peur qu'on me prenne pour cible. Donc, je comprenais bien pourquoi les autres à l'école, donc ça, j'en ai jamais voulu aux autres qui regardaient les scènes. Donc, pourquoi mes anciens condisciples de classe n'osaient pas bouger quand quand je me faisais incendier, en fait. Parce que je comprenais bien qu'ils avaient peur aussi d'être pris pour cible. Et moi-même, j'avais peur à nouveau, même si je connaissais très bien les situations de harcèlement, je peux pas dire que j'étais très apte à défendre quelqu'un d'autre, même si en même temps je sentais que ça bouillait en moi quand je voyais un truc, une critique, même si c'était qu'un petit truc, moi je réagissais plus fort parce que je sais que c'est en fait c'est la différence entre le harcèlement à l'école et les petits trucs critiques qu'on pourrait vivre comme ça, qu'on pourrait considérer comme plus ou moins normal. La différence, c'est la régularité de ces critiques. Donc si ça se fait tous les jours, tout le temps, que c'est toutes les heures, que vous en subissez plusieurs fois sur la journée, que ça revient le lendemain, le surlendemain, des mois et des mois après, que vous commencez à perdre pied parce que vous ne savez plus qui vous êtes vous-même, vous essayez de plaire aux autres plutôt que d'être vous. Et ça, c'est la plus grosse erreur en fait. C'est de vouloir attribuer aux autres, à leur vision des choses, plus d'importance qu'à la vôtre. Et donc là, j'ai commencé aussi à comprendre ça, à me dire qu'il fallait que je sois moi-même et donc arrêter de me définir par les yeux des autres. Et ça, j'ai eu du mal parce que. Et j'ai encore un peu de mal, mais ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux évidemment. Mais des années après, il y a encore des traces de tout ça. Hein. On croit qu'on s'en remet et que le fait de vivre des choses très positives, parce que j'ai vécu des choses très positives, j'ai été intégrée après dans des groupes, même si c'était beaucoup plus tard que les autres, j'ai eu des bonnes relations durant mes études supérieures, vraiment des très bonnes relations, j'ai des amis de longue date, j'ai recréé des relations, euh, mais malgré tout il y avait des traces et les traces restent. Dans une trace, par exemple, il y a aussi la trace de je n'arrive pas à créer un couple. Donc dans le sens où, alors le couple est quelque chose qui est très intime, très personnel, où on se laisse connaître vraiment très fort, de façon très proche, je veux dire.
Ce qui s'est passé, donc ce garçon qui était le garçon idéal que tout le monde voulait, etc., a commencé à me draguer moi. Donc j'avais peur de créer des jalousies à nouveau. Et donc je me tenais plutôt à distance en fait. Hein. Donc il me plaisait quand même. À un moment donné, je m'en suis rendu compte, mais pas tout de suite. Parce qu'au début, je me disais, oui, il crâne, oui, enfin, c'est pas vraiment mon style. Moi, j'aime bien plutôt les petits timides qui bougent pas. Enfin bon. Et puis au final, ce garçon a réussi, je vais dire, à créer en moi des sentiments pour lui. Parce que j'ai vu sa gentillesse, parce que j'ai vu qu'il était un peu décalé, parce que j'ai vu qu'il était quelqu'un de particulier, qui se foutait du regard des autres. Donc là, moi, ça me plaisait, puisque c'était mon objectif aussi. Et il m'a dit des choses très personnelles en fait. Un jour, j'étais en train de pleurer dans une salle, il n'y avait personne d'autre que moi. J'étais la seule à avoir études à ce moment-là, donc j'étais dans une grande salle toute vide, dans un coin, et il m'a vu. Il est passé par là, il m'a vu et il est venu s'asseoir à côté de moi. Donc déjà ce geste est particulier parce c'était quelqu'un de très très franc qui faisait vraiment du rentre dedans, on va dire. Et moi c'est ce qu'il me fallait. J'étais vraiment un animal à dompter. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a dit le petit Jésus a oublié de mettre le chauffage ici. Au début je me suis dit c'est bête comme phrase. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là. Et puis il est parti. Hein, donc très vite il a dit ça, il est parti. Et en fait, j'ai compris qu'il parlait de moi, et j'ai compris qu'il avait vu ma peine, ma douleur. Et donc forcément, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, ah, c'est quelqu'un qui cherche à me consoler, en fait. Et là, ça a changé ma vision des choses. Plutôt que de me dire, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, je me suis dit, mais il a quand même du cœur. C'est quand même exceptionnel, il n'a pas besoin de ça, il a toutes les filles qu'il veut. Et puis il vient près de moi, et il essaye de me remonter le moral. Un autre jour, il est venu près de moi, il m'a dit, tu sais, moi aussi, je suis très sensible. Toutes des petites phrases comme ça qu'il disait au passage qui m'ont aidé beaucoup. Donc j'aurais pas su. Ça, il y en a beaucoup, quand j'ai expliqué plus tard cette relation, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais pourquoi ne l'as-tu pas essayé? Alors j'ai pas essayé parce que j'étais pas construite, parce que ma personnalité, je savais plus qui j'étais, etc. Il fallait que je me reconstruise. Mais il m'a fait beaucoup de bien. Donc là aussi, si j'avais l'occasion de le remercier, je le remercierais. Euh, mais il n'a pas compris qu'il me fallait énormément de temps et donc ça a duré 2 ans son petit manège et ça a duré 2 ans aussi le temps qu'il m'a fallu pour me reconstruire vraiment. 2 ans de deuil, 2 ans de souffrance et en même temps de découverte. C'était une période qui était très douloureuse mais extrêmement riche et c'est une personne de... Enfin, pardon, c'est une période de ma vie que j'aime énormément parce que j'estime que là est ma racine. La racine de ma personnalité. Et c'est assez exceptionnel parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être un papillon comme ça qui se libère de sa chrysalide, qui éclot. Et c'était vraiment un moment magnifique pour moi, un moment de ma vie qui est en fait que je prends en référence. Quand j'ai un souci quelque part, je me dis oui mais c'est quand même pas aussi pire que ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je saurais m'en sortir, je sais comment faire. Et j'ai commencé à développer tous des outils comme ça pour me permettre d'aller plus loin, pour me permettre d'avancer. Et puis j'ai commencé au fur et à mesure à me dire qu'il fallait que je me mette des épreuves, que c'était pas bien de s'isoler socialement, que finalement ça me faisait du tort. Et quand j'ai commencé à retrouver un peu confiance en moi, je parle vraiment d'un peu de confiance parce que ça s'acquiert au fur et à mesure et il faut beaucoup de temps. À ce moment-là, j'ai commencé à mettre des défis, à être sympa avec les autres, à dire quand je voyais des choses intéressantes chez eux. Et alors j'ai commencé à avoir beaucoup plus de relations, même si c'était quand même plus du copinage que vraiment des relations très proches. Mais moi je suis vraiment sortie de mon cocon. Je suis sortie de mon cocon et je me suis dit ok Catherine, tu dois prendre des risques. Et il a fallu que je me lance là-dedans. Ça n'a pas été facile pour moi, mais c'était vraiment une renaissance. C'était vraiment... j'avais frôlé la mort et je m'en sortais quoi. C'était vraiment... J'ai eu l'impression comme ça qu'il y a eu un miracle qui s'est produit. Alors c'était extraordinaire ce moment-là a vraiment porté tout le restant de ma vie parce que ça m'a donné une impulsion, une envie de vivre phénoménale. Donc le fait d'avoir été descendu si bas, d'être descendu si bas, d'avoir été dégradé si bas par les autres, m'a donné une poigne, une rage, une envie de réussir que je n'aurais certainement pas eu si j'avais pas vécu tout ça. D'autant plus que ma vision des choses est que comme ma meilleure amie s'était suicidée, comme elle vivait plus ou moins les mêmes choses que moi en même temps au courant de sa vie, quand elle s'est suicidée, je me suis dit ok c'est à moi à poursuivre cette vie-là,
donc à lui donner la capacité de vivre aussi en moi. Donc je me devais de m'en sortir, je me devais de réussir. Et ça m'a donné une niaque qui m'a permis de mettre toute mon énergie dans la renaissance en fait. Et donc j'ai continué comme ça mon chemin, donc ça a ouvert vraiment les relations, etc. Et donc après je me suis retrouvée, enfin j'ai essayé 1 an à l'université. Justement, j'avais jamais imaginé que je pouvais faire des études, etc. Et là je me suis dit, quand j'ai vu mes points, parce que j'ai vu tout d'un coup mes points monter comme ça en flèche, je me suis dit, oula, j'étais très bonne en physique, enfin, j'étais la première dans beaucoup de branches, en physique, en maths, mais ça j'avais toujours été bonne en maths. En français, j'adorais tout ce qui était analyse de poèmes, etc. J'adorais ça. Donc j'ai commencé à faire des points super hauts que j'avais jamais fait de ma vie, au point que je me disais, mais non, le prof s'est trompé, il a sûrement pas vu, j'ai fait des erreurs quelque part, il s'est trompé. Donc j'avais des 20 sur 20, des 10 sur 10, des points où je me suis dit, oula. Et je me suis dit, oh, mais c'est parce que je suis dans une école beaucoup plus facile. Et en fait, non, c'était pas ça. J'étais tellement libérée de tout le poids que j'avais eu. Mon attention pouvait être enfin focalisée sur les cours et donc mon intelligence a pris le dessus en fait. Et cette niaque que j'avais a fait que j'avais la niaque aussi. Non pas que j'ai étudié des masses, mais la niaque, l'envie de réussir. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une certaine intelligence tout de même. Parce que comme dans l'ancienne école ils me disaient très bête, je me suis rendu compte qu'après qu'en fait c'était pas vrai. Que j'avais une certaine intelligence et que je pouvais l'exploiter. Et quand j'ai entendu les autres dire « Ah mais moi je vais essayer l'université, ah mais moi je vais aller en études supérieures, je vais faire ci, je vais faire ça », je me suis dit « Attends, et moi je suis dans les premières des classes et je veux rien faire, c'est un peu bizarre quand même. » Donc du coup, je me suis dit « Il faut que je trouve un truc, je vais faire un truc après, je vais essayer un truc après. » Et comme j'avais lu beaucoup de livres de psycho, que le cours de psycho c'était aussi un des cours dans lesquels j'étais dans les meilleurs. J'adorais l'informatique aussi parce que là aussi c'était un point où j'étais très haute. Mais comme j'avais que peu d'heures d'informatique et beaucoup d'heures, enfin, dans mes options principales il y avait la psycho. Je me suis dit ok, je suis déjà bien formée dans la psycho, j'ai lu des bouquins, ça m'intéresse, je veux aller plus loin. J'adorais la bio. Mais la bio restait trop terre à terre, donc c'est-à-dire qu'il me manquait une valeur plus philosophique, plus interne, plus sentimentale en fait. J'adorais tout ce qui était mathématiques, mais à nouveau ça restait trop carré, ça restait trop... J'adorais les mathématiques, je trouve ça, j'aime toujours bien, mais voilà, il me manquait l'humain en fait. Et l'humain était ce qui était le plus important pour moi, surtout à cette époque-là, puisque comme je disais, j'avais 3 deuils à faire en même temps, à mener de front. Je me suis dit, mon plus gros problème, c'est le problème social. Donc il faut que j'aille dans un truc social. Parce qu'il faut que je règle mes problèmes. Et donc, je l'ai fait aussi parce que je me suis dit, ça me donnera l'occasion d'aller plus loin. Le fait, donc si moi je m'en sors, je pourrais aider d'autres personnes. Et donc il faut que je m'en sorte pour les autres. Donc au début je voulais m'en sortir plus pour les autres que pour moi. Et puis après j'ai compris que bon, c'était indirectement une façon aussi de me motiver. Et donc du coup j'ai choisi la psycho de cette façon-là. Donc j'ai essayé 1 an à l'université, qui n'a pas donné grand-chose parce que j'étais assez... j'étudiais pas ce qu'il fallait à nouveau, j'étais pas organisée. Et parce que surtout j'ai été amoureuse d'un garçon donc avec lequel je suis sortie, donc là vraiment je me suis laissée approcher, sauf que ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé, il m'a quittée comme ça, comme un déchet en fait, et je me suis sentie à nouveau humiliée, rabaissée. Je me suis dit mais non, j'ai pas réglé les problèmes, je me suis mise nez dedans et c'est tout. Donc j'ai eu à nouveau beaucoup de colère, et cette relation-là m'a fait beaucoup de mal parce qu'il m'a jamais rien expliqué et que moi j'avais vécu des choses très difficiles. J'ai tout de suite imaginé que c'était d'office de ma faute, que c'est à nouveau la culpabilité est revenue, le manque de confiance en soi est revenu. Donc revient, en fait c'est ça, quand on a été harcelé, le manque de confiance en soi, il est là en permanence et il est prêt à réapparaître en permanence. Donc quelque part on est plus fragile mais on se relève plus vite aussi. Donc avoir vécu ça, il y a deux versants. Il y a un versant positif et négatif. Négatif, c'est-à-dire qu'on retombe plus facilement dans les problèmes, on est plus facilement impacté, plus sensible, etc. à quelque chose de négatif.
On a plus vite le sentiment d'échec et plus il y a un acte de réussir, donc on se doit de réussir. C'est plus je dois survivre donc je dois réussir quoi. Et cette survie elle reste là. Donc plus de mal à accepter les échecs du coup, parce qu'on est plus exigeant. Moi j'ai une plus grande exigence de la vie maintenant après avoir été harcelée etc. Parce que je me suis promis que je dépasserai nettement tous ces gens. Et quelque part, je les ai dépassés parce que après, j'ai bifurqué vers le graduat. En fait, ce qui me plaisait pas à l'université, c'est qu'on y disait vous êtes des élites, vous devez écraser les autres, etc. Et ça, moi, je pouvais pas. Je pouvais pas rentrer dans une optique qui était celle-là. Parce que justement, le harcèlement scolaire a fait ça aussi, que je suis incapable de regarder quelqu'un qui est en train de se faire démolir sans réagir. Je suis incapable de ça, même si je réagis mal en plus. Hein, je réagis mal parce que ça m'énerve. Mais je suis incapable d'accepter des choses comme ça. Donc l'université pour moi c'était pas pour moi. J'ai pas pu accrocher à ce système là. Et donc je suis partie vers ce qu'on appelait à l'époque un graduat. Donc c'est 3 ans, c'est un bac plus 3, c'est 3 ans d'études. Et là ça s'est passé vraiment bien. Même si j'ai eu des examens de passage, j'ai encore eu des moments de doute en fait. Et chaque fois que je doutais, je pouvais en fait, je me suis rendu compte que plus je doutais et plus j'avais tendance à rater les choses. C'était un manque de confiance en moi qui allait jusqu'au manque de confiance en mes capacités. À partir du moment où je me suis rendu compte, parce qu'au fur et à mesure, là aussi j'ai obtenu des points très importants. J'avais 19 sur 20, je me dis non, attends, études supérieures 19 sur 20, d'accord, en rénové, il se trompait peut-être, mais là, c'était quand même des points extraordinaires. Donc j'ai commencé à comprendre que j'étais quelqu'un d'intelligent, que j'avais peut-être une intelligence particulière, différente des autres, plus sensible, axée plus sur l'émotionnel, etc. Mais comme je faisais la psycho, ça pouvait être un atout. Et donc j'ai décidé de continuer dans cette voie-là et de me promettre que j'y arriverais. Et quand j'ai commencé... donc la première année, j'avais plein d'examens de passage, j'en avais 7, je trouvais ça énorme, mais on avait une trentaine de cours, donc en fait c'était pas si énorme que ça. Et j'avais une autre copine qui repassait les examens en me disant mais non attends c'est possible, moi j'en ai 15, je les repasse et tout. Donc comme elle y croyait elle, je me suis dit moi je dois y croire aussi, et j'ai réussi à la rater malheureusement. Et donc je me suis retrouvée en deuxième, à nouveau en deuxième, en fin d'année j'avais des examens de passage, mais là j'en avais pas beaucoup, j'en avais 4. Donc c'était pas énorme et c'était des petits, donc je me suis dit ok, et c'était ceux en fait que j'avais eu moins de temps pour étudier, donc je savais bien que d'office ça irait, donc je me suis vraiment bien fixée dessus et je suis arrivée à avoir une distinction, ce qu'on appelle une distinction, donc au-delà de 70%, enfin dans tous les cours. Là je me suis dit ok, ça fait quand même des 14 sur 20, 15 sur 20, je me dis c'est quand même des bons points pour une étude supérieure, parce que moi j'imaginais déjà à la base que je pouvais pas réussir en études supérieures, donc c'était déjà quelque chose d'extraordinaire, mais je me disais ouais quand même je suis capable de faire ça, et donc je me suis promise que je réussirais mes études avec une distinction. Et à partir du moment où j'ai vu mes capacités, où je me suis dit je suis capable de ça, et j'ai commencé à me faire confiance à ce niveau-là, en fait ça a été tout seul. J'ai eu ma distinction sans problème. Et là je me suis dit c'est con, pendant toutes ces années, par manque de confiance en moi, parce que je n'osais pas y croire, j'ai manqué plein de choses. J'ai raté, j'ai loupé mes chances. Et au niveau de l'amour aussi, hein, parce qu'au niveau de l'amour, je continuais de me cacher. Donc il y a des impacts qui sont restés. Quand j'essayais de construire un couple, souvent je me mettais à distance d'une façon ou d'une autre. Donc pas physiquement, parce qu'au contraire, physiquement, j'étais plutôt à l'aise au final, puisque je savais comment faire, comment draguer, etc. Les premières approches, ça allait, ça commençait à aller. Par rapport à mon adolescence, où là, les premières approches, j'évitais plutôt. Et en fait, j'ai compris que je ne me montre pas, je me montrais pas, parce que, enfin voilà, quand j'étais en deuxième, donc dans mes études supérieures, à un moment donné, je suis sortie avec un garçon qui très vite, donc après 2 semaines, m'a dit, écoute non, t'es quelqu'un de bien et tout, t'es une jolie fille et tout, mais moi c'est pas possible, je n'accroche pas. Ok. Et je me suis dit, bah attends, j'ai même pas eu le temps de me montrer. Parce qu'en fait, ma personnalité, je l'avais cachée. En fait, on me demandait tu veux faire ça? Oh bah oui, oui. Donc j'étais assez plate au niveau du caractère, c'est-à-dire que je disais oui, enfin, voilà, mais je disais jamais ce que j'avais envie moi, parce que mon caractère, je n'osais pas trop le montrer. Et ça, c'était indirectement une conséquence aussi du harcèlement et de tout ce qui a été vécu comme expérience négative avant, où je me protégeais en fait. Et donc j'étais
en colère contre ce garçon parce que je me suis dit mais merde, il m'a même pas vu, il me juge sans m'avoir vu. Et donc après j'ai compris que je devais quand même un petit peu plus me montrer moi et voilà, et j'ai commencé, enfin là j'avais des amis, hein, donc là l'amitié s'était résolue, j'arrivais à avoir des amis et même un peu plus facilement qu'avant, j'étais plus franche, j'avais confiance en moi parce que ma personnalité était plutôt bien établie maintenant et voilà, donc ça c'est toutes les conséquences. Donc voilà, maintenant évidemment je suis en couple, il n'y a, y a plus de problème à ce niveau-là, j'ai des amis, enfin voilà, j'ai fait du chemin depuis. Mais on ne peut pas dire que le harcèlement scolaire n'a pas de conséquences, ce n'est pas vrai. Les conséquences, elles sont, je pense, à vie. On peut vivre avec et on peut en faire quelque chose parce que, comme j'ai expliqué, ça apporte aussi quelque chose de très positif, c'est qu'on sait qu'on va toujours s'en sortir. Quand j'ai connu d'autres problèmes ensuite, des problèmes qui n'ont rien à voir, ils me paraissaient justement plus minimes, je savais que j'allais m'en sortir. Face à un autre deuil, je me disais pas de problème, j'ai déjà vécu ça et en plus j'avais un chagrin d'amour à ce moment-là et en plus j'avais des problèmes d'amitié et en plus, enfin voilà, il n'y avait rien qui allait dans ma vie, j'avais pas de personnalité, etc. Donc maintenant, quand j'ai un problème, je me dis ok, je vais quand même m'en sortir. Donc ça a donné une sorte d'assurance quand même. Une assurance, et évidemment ça dépend de ce qu'on en a fait, mais moi j'en ai fait quelque chose de positif et j'ai voulu en faire quelque chose de positif, c'est-à-dire que j'ai voulu que ça serve, que ma douleur serve à quelque chose, qu'elle serve à quelqu'un d'autre, qu'elle serve euh, de toute façon pour en faire quelque chose de positif. Donc la psycho, j'ai voulu la faire en cet ordre-là. J'ai voulu la faire parce que moi j'avais souffert, parce que personne m'avait aidé. Et je me suis dit, ok, si personne m'a aidé, c'est que peut-être personne n'avait la capacité de le faire, parce que personne n'avait vécu ça. Moi j'ai vécu ça, ok, je peux aider d'autres personnes qui ont vécu des problèmes. Donc forcément, j'étais plutôt douée avec les patients quand ils avaient vécu des deuils, quand ils avaient vécu des problèmes de harcèlement, même au travail. Euh, Par contre, il y a des choses que je comprends moins bien, comme l'alcoolisme. J'ai du mal à traiter les alcooliques, par exemple, parce que là, pour moi, c'est un gâchis de ses chances. Donc j'ai plus de mal avec ça. Enfin voilà, il y a des choses pour lesquelles je suis beaucoup plus efficace et sur lesquelles je peux aider beaucoup, et d'autres moins, puisque c'est ma personnalité comme ça, et c'est en fonction de mon histoire aussi. Et je suis contente d'en avoir fait quelque chose de très positif au final. Donc voilà, je pense que cette vidéo est assez longue, que vous aurez bien compris ce que c'est que l'après-harcèlement scolaire, qui n'est pas une période facile. C'est vraiment à prendre en compte aussi avec le harcèlement scolaire. Je pense qu'on n'en parle pas assez de cette période d'après-harcèlement, où il faut se reconstruire. Je pense que tout le monde n'est pas capable, sans être accompagné, parce que moi j'ai pas été accompagnée, mais tout le monde n'est pas capable de se reconstruire, et de toute façon, même ceux qui en sont capables tout seuls, ce serait peut-être bien d'aller de temps en temps leur donner un coup de main, de les aider à aller un peu plus vite, de prendre plus confiance en eux, parce que c'est vrai que, mais voilà, au niveau du couple, j'aurais peut-être pu être en couple et être bien avant ça. Je n'ai pas eu ça parce que j'ai vécu tout ça. Donc oui, on gâche ses chances, on gâche un peu sa vie, on gâche des années, on gâche du temps. C'est important quand même, c'est important. Donc voilà, j'aimerais que les autres n'aient pas à subir tout ça, à traverser qu'ils traversent ce chemin plus facilement que moi, euh, qu'ils arrivent en tout cas à destination, parce que le pire évidemment c'est les personnes qui se suicident et n'arrivent forcément jamais à destination du coup. Je pense que c'est un beau chemin aussi, faut le voir tel qu'il est. Je pense que là-dedans il y a un énorme cadeau. Dans le fait d'avoir été harcelé à l'école, on parle souvent du côté négatif, mais en fait, là-dedans, il y a un énorme cadeau. Si on apprend à creuser, à voir derrière les apparences, à voir pourquoi ça s'est produit, à comprendre que, voilà, d'une part, il y a la méchanceté humaine qui est là, mais qu'il n'y a pas que ça sur Terre. Et si on comprend que ça nous donne des repères, que ça nous donne une occasion d'être un nouveau moi, en fait, d'être, de naître, de trouver des outils qui vont nous assurer une bonne vie toute la vie. Parce que moi je suis quelqu'un qui va me relever plus facilement à cause de ça, parce que j'ai vécu ça. Donc je voudrais aussi qu'on ait conscience que le harcèlement scolaire c'est évidemment tragique, ça va être détruit évidemment, mais vous avez la capacité de vous construire après. Et cette construction là, elle en vaut tellement, tellement le coup.
que c'est à la limite, je ne sais pas si j'échangerais mon histoire contre celle d'une autre vie qui n'a pas eu de problème, etc. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des cadeaux énormes derrière. Il y a des cadeaux énormes derrière, il y a des capacités énormes derrière qu'on découvre, on se découvre dans des extrémités tellement importantes de survie qu'on se découvre vraiment. On n'a pas le choix, il y a toutes les barrières qui tombent d'un coup et on doit construire quelque chose et ce qu'on construit c'est vraiment nous. Et ça je pense que c'est vraiment primordial. Je suis pas sûre que tout le monde ait cette chance là parce que c'est aussi une chance. Et je voudrais vraiment qu'on fasse le point là-dessus. Euh, qu'on se dise ok c'est tragique, c'est dur, ça fait souffrir, mais une fois la souffrance dépassée, il y a beaucoup de choses à en tirer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné l'espoir si vous êtes dans des situations de harcèlement scolaire ou si vous êtes en train de vous reconstruire. Je vous souhaite une très bonne reconstruction et je vous souhaite de découvrir ce que vous êtes vraiment et tout ce que vous avez au fond de vous comme des cadeaux précieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.